Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission, vous le savez, est en direct du lundi au vendredi et on retrouve évidemment nos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, le télétravail cartonne et il faut se loger, mais une entreprise, et bien justement, on va en parler, assure la logistique. Elle trouve des logements adaptés. On fera le point avec le fondateur, l'un des fondateurs de cette entreprise. Smart et Réglo, on parle de l'amour à la plage. Non, pas de l'amour à la plage, pas encore. L'amour au travail, oui. Le Code du travail s'est penché sur cette question. Que dit le droit sur ces couples qui se forment sur le lieu de travail? C'est un sujet tabou, mais c'est aussi un sujet juridique. On en parlera avec une avocate dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer. Qu'est-ce que le syndrome du bon élève? Eh bien, Fanny nous explique tout dans sa rubrique. Et puis, dans le cercle RH à grand entretien, elle était venue il y a quelques mois sur notre plateau nous faire partager son livre, son expérience douloureuse, celle d'un burn-out. Elle s'appelle Kika. Elle est partie avec son camping-car à la rencontre de ses lecteurs, mais aussi de celles et ceux qui ont été traversés par un burn-out. Elle nous fera partager ces rencontres souvent très fortes, très émouvantes aussi. Kika sera avec nous dans quelques instants pour un grand entretien. Et puis Fenêtre sur l'emploi, une entreprise et une association pour une formation mécanicien vélo pour tout simplement remettre en selle ceux qui sont aujourd'hui sur le bord de la route. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Le télétravail cartonne, on le sait, beaucoup de salariés ont plutôt apprécié, même si certains ont eu des difficultés, beaucoup ont apprécié cette séquence de télétravail. Certains n'ont d'ailleurs pas envie de revenir au bureau, il faut bien le reconnaître. On invite aujourd'hui Luc Dayen. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Remoters. Oui, tout à fait. Alors, pour vous situer, vous venez du monde du voyage. Oui, tout à fait. Remoters est une jeune entreprise. Oui. Elle a 4 mois. C'est ça. Donc c'est un bébé. Oui. Vous lancez quelque part votre entreprise. J'allais dire en quoi? En surfant sur la vague télétravail et en utilisant finalement cette nouvelle forme de travail? Oui, on pense que le télétravail, c'est pas un effet de mode et c'est pas quelque chose qui s'est développé et qui va disparaître avec le retour au bureau classique. On pense que le retour au bureau va pas s'opérer, en tout cas sous la forme qu'on connaissait avant, et que désormais il va y avoir des plages de travail au bureau et des plages de travail au domicile ou à un endroit qu'on peut choisir. Alors, vous êtes sur le full remote, excusez-moi de vous couper, mais là on est quand même sur des propositions. Votre entreprise propose à quelqu'un de partir 6 mois, je ne sais pas où, Portugal, en Espagne. C'est ça, en fait, de se dire pourquoi pas profiter du fait d'avoir la possibilité de télétravailler pour découvrir un endroit et pour pouvoir y passer du temps. Comme vous disiez, moi je viens du monde du voyage et dans le voyage en fait la frustration qu'ont les gens c'est de passer une semaine, 15 jours sur place et puis de vouloir très rapidement valider toutes les cases de ce qu'il y a à découvrir sur une destination. On pense que le vrai voyage, celui qu'on devrait promouvoir à l'avenir, c'est un voyage où on prend plus de temps. Et donc on pose vraiment ses bagages. Voilà, on pose ses bagages et dans ce cas-là, on va passer quelques temps sur place. Alors ça peut être 6 mois, mais ça peut être un cas d'usage, ça peut être de passer 2 mois pendant juillet et août avec les enfants sur une destination, plutôt que de passer 3 semaines à un endroit, autant y passer 2 mois. Et donc c'est ce type de service qu'on veut proposer. Ça change quoi en termes de business, pour parler un peu concret? Parce qu'il y a déjà un acteur du marché. Si spontanément je partais en télétravail, j'irais sur Airbnb, pour ne pas les citer. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Quel service vous apportez en plus? Alors, on le traite de manière très différente de Airbnb. Effectivement, beaucoup de gens se disent que Airbnb peut être une bonne solution pour réserver un logement pour quelques mois. C'est assez cher quand on veut réserver quelques mois. En fait, Airbnb, c'est très bien pour des locations de courte durée là-dessus, ou Booking.com, enfin, en dépendant du type de logement. Les grosses marques. Les grosses marques. Mais par contre, dès qu'on dépasse un mois, ça commence à devenir moins performant en termes de tarification. Et il faut se rapprocher plus d'une tarification qui est une tarification immobilière. Et puis, il y a un petit biais, c'est que Airbnb, en fait, c'est une plateforme de location de courte durée. Ce qui veut dire que si vous envisagez, par exemple, de partir à Lisbonne, là, entre le mois d'août et le mois de décembre prochain, il suffit que sur Airbnb, un appartement ait été occupé ne serait-ce que 3 jours et réservé ne serait-ce que 3 jours par quelqu'un d'autre pour qu'il ne soit pas mis à disposition pour votre séjour de 4 ou 5 mois. Donc en fait, c'est très compliqué d'accéder finalement sur ces plateformes très connues à des séjours longs. Vous faites comment? Parce que c'est quand même, moi j'ai envie de savoir, évidemment, c'est tout l'intérêt, mais les coulisses
Vous êtes dans le voyage, donc ça veut dire quoi? Vous avez sur place des capteurs, des gens qui vous disent dans tel quartier on loue. Comment ça se passe? Bon, voilà, le service qu'on propose, en fait, c'est pas un catalogue d'hébergement, c'est la mise en relation avec un Français à destination, qui lui-même va être un expert de l'immobilier qu'on va avoir formé pour être capable de trouver les bons plans à destination. Parce qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne savent pas se commercialiser auprès de clientèle internationale. Donc nous, on fait de la mise en relation avec un Français à destination. Donc ça veut dire très concrètement, au moment où on se parle là, dans certaines villes d'Europe, des capitales un peu prisées, je pense à Barcelone, je pense à Lisbonne, qui sont très appréciées, on a des Français là qui ont leur petite musette. C'est ça, et qui sont, voilà, les remoters, on les appelle. Ouais, on les appelle remoters. Alors, et ils toc toc toc, bonjour. Voilà, et donc il y en a 50 actuellement, 50 personnes. Alors il y en a plusieurs sur certaines destinations, celles que vous dites sont très prisées. Ouais. Il y en a plusieurs, et puis sur d'autres destinations, il y en a un seul. Et donc l'objectif à terme, parce que comme vous dites, l'entreprise est récente, c'est d'en avoir 250 dans le monde, qui donc permettront à tout le monde de s'installer. Vos capteurs. Voilà, exactement. Et donc on présente en fait un service qui est d'une nature très différente de celle des plateformes d'hébergement classiques, parce que c'est vraiment via de l'humain et via des personnes qui connaissent. Aujourd'hui, on va parler évidemment, c'est compliqué quand on crée son entreprise et que la structure bouge tout le temps et que l'environnement bouge tout le temps, ce qui est le cas, puisque ce soir, le président Macron va s'exprimer. J'imagine que vous serez devant le poste pour savoir ce qu'il va dire. Ça aura un impact sur votre business. Hormis cette allocution, concrètement, vous touchez qui? Quels sont les profils des clients que vous cherchez et que vous avez déjà touchés? Alors, en fait, il y a un profil. Il y a trois profils, disons. Il y a des salariés qui ont des entreprises qui sont plutôt conciliantes et qui ont la possibilité d'aller travailler à destination. Donc ça, c'est la majorité. Et en fait, on pense que cette partie-là va croître très très vite. Le deuxième cas, c'est des personnes qui sont indépendants. Donc typiquement des freelances qui travaillent dans la technologie et qui, eux... Tu connaissais déjà un peu la formule, peut-être? Voilà, et qui sont déjà souvent digital nomades, puisque c'est comme ça qu'on appelle le comportement, mais en fait qui sont digital nomades light, c'est-à-dire qui conservent un logement à un endroit en France. Qui sous-louent en général un ami. Voilà, exactement, et puis qui vont se balader, qui passent 3, 6, 9 mois à l'étranger par an. Et la troisième... typologie de clientèle qu'on n'avait pas imaginé au démarrage, mais finalement c'est vrai que le service s'y prête bien. C'est des étudiants qui vont passer quelques mois, que ce soit en stage ou en échange universitaire, des Erasmus, et qui voient beaucoup d'intérêt à ce genre de zone. Hors période Covid d'ailleurs, qui n'a rien à voir, ils cherchent un logement pour s'installer dans des conditions optimales. Voilà. Vous avez des critères particuliers sur la qualité des logements, parce que c'est quand même important quand on se déplace et qu'on installe sa famille, pour certains, d'avoir quand même les règles de base, de confort quand même, les canons. Oui, tout à fait. En fait, donc, pour la plus grande partie, il s'agit donc de logements pour le télétravail. Donc on essaie d'avoir une pièce qui soit adaptée pour le télétravail. Les appartements, on souhaite qu'ils soient visités par nos correspondants remoteurs sur place. Avec photos, donc qui permet d'avoir des photos, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est important de voir. Oui, c'est important de voir. Et donc, non, tout à fait. Et voilà, le but, il va y avoir quand même des attentes très différentes entre des étudiants et une famille de cadres qui vient s'installer à destination pour quelques mois parce que son entreprise... Vous les prospects, alors évidemment, c'est les salariés qui vont venir directement à vous, mais vous allez dans les entreprises, comment vous faites? Vous collez les grandes affiches en disant Remoters vous attend. Comment on fait? Parce que j'imagine que vous devez sonder un peu les entreprises qui signent des accords de télétravail. Enfin, tout ça doit quand même être des éléments de regard assez précis quand même. Ouais, en fait, jusqu'à présent, ce qu'on souhaite, c'est plutôt parler directement aux salariés. C'est-à-dire, on ne le fait pas par l'intermédiaire des entreprises. Donc c'est LinkedIn, c'est les réseaux directs? Ouais, exactement. Et déjà, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le salarié manifeste son intention, son envie de partir, et après l'entreprise va parfois s'y opposer. Et on essaie de faire comprendre aux entreprises que c'est leur intérêt, ne serait-ce que sur des éléments d'attractivité. Donc à la fois ça cartonne, mais vous avez quand même des cas où les entreprises disent non, je ne veux pas que mon salarié parte en télétravail. Clairement. Et on a, je pense, beaucoup de travail d'évangélisation à faire pour faire en sorte que les entreprises... C'est-à-dire que Remoters, vous et les trois fondateurs, vous êtes 4 dans l'entreprise,
voilà, bercer le bébé, vous allez directement dans l'entreprise pour dire écoutez, libérez ce salarié. Comment ça se passe? Non, on n'a pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion. Non, on le fait en portant le discours sur LinkedIn ou sur des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a pas eu. Pour dire votre salarié bossera peut-être mieux encore en télétravail. En fait, il y a des tas d'études qui montrent. Oui, il y a des opinionway, il y a plein de. Voilà, et qui montrent que le télétravail est finalement extrêmement efficace. La question, c'est qu'il faut que les entreprises soient capables d'adapter leur mode de management. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui managent par la surveillance. Ah, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est le management du XXe siècle. C'est ça. Par le contrôle et la surveillance. Ouais. Luc Dayen, je vous repose la question parce qu'il nous reste peu de temps, mais ça serait un coup dur que ce soir le président Macron indique qu'il y a 2 pays, puisqu'ils ont été évoqués par le ministre en charge des Affaires européennes, n'allez pas en Espagne, n'allez pas en Italie ou au Portugal. Enfin, ça serait un coup dur pour vos remoteurs sur place, parce que là, il y a des gens qui sont déjà enclenchés pour partir, là. Ouais, ce serait un coup dur, effectivement. Nous, on est une entreprise qui est récente, donc on arriverait à mon avis, assez rapidement à le faire. Mais moi, je pense à mes collègues dans le monde du voyage qui vivent quand même depuis... l'enfer. Qui vivent un enfer depuis 1 an et demi. Alors, un enfer très soutenu par l'État, et je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Oui, les structures économiques sont restées en place. Voilà, mais par contre, pour les salariés, pour les personnes qui travaillent dans ces entreprises, ça a été vraiment très, très compliqué. Donc, ça veut dire que pour vous, concrètement, là, aujourd'hui, il y a 50 remoters. Beaucoup sont placés sur les villes que vous avez citées. Ouais. Vous avez des demandes extravagantes de gens qui vous disent, moi, je vais aller vivre au pied d'un volcan à Reykjavik? Non, pour l'instant, non. On espère que ça viendra. Pour l'instant, c'est très classique. C'est vraiment sur les destinations qu'on imaginait, c'est-à-dire et aussi c'est très limité par les destinations qu'on peut avoir en ce moment. Donc pour l'instant, non, on n'a pas eu de ce genre. Donc globalement, c'est l'Europe. C'est quoi? C'est globalement l'Europe. L'Europe du Sud. L'Europe du Sud, voilà. Parce qu'on va chercher le soleil. Exactement. L'Europe du Sud, donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, beaucoup. Et la Grèce. Ouais, la Grèce qui est la destination de l'été au niveau des demandes. Et on joint l'utile à l'agréable. On fait 1 mois de vacances et on reste 1 mois pour travailler sur place dans le logement qu'on a choisi. Exactement. Un site internet, j'imagine, Remoters, si on veut tout, dès après l'émission, aller sur votre site. Oui, voilà, ça s'appelle We Are Remoters. Vous savez ce que c'est, les noms de domaine sont prisés, ils sont très pris. Donc ça s'appelle weareremoters.co. .co. Oui. Et là, on est pris en main et j'imagine qu'on a des chatbots et des échanges assez directs. Voilà, exactement. C'est un plaisir de vous accueillir pour présenter votre jeune entreprise qui, évidemment, vous l'aurez compris, Surf va essayer de créer du business autour de cette nouvelle manière de travailler dont vous disiez au début de l'émission que ce n'était pas une parenthèse, mais une véritable transformation, une révolution du travail. Plaisir partagé. Luc Dayen, longue vie. Vous reviendrez nous reparler de votre entreprise, je ne sais pas, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, quand vous fêterez vos 1 an, pour voir où on en est justement de ce rapport au travail, parce que c'est une des thématiques traitées dans l'émission Smart Job. C'est un plaisir de vous accueillir. Tiens, ça, on va s'intéresser à un sujet. Ça peut se faire évidemment avec Remoters, dans des pays étrangers, ça peut se faire en entreprise. On parle de l'amour au travail. Oui, c'est compliqué, des couples se forment au travail, on le sait évidemment. Comment ça marche? Qu'est-ce que dit le droit sur ce sujet? Tiens, on en parle avec une avocate. L'amour au travail, non pas l'amour à la plage, on n'est pas encore en vacances. L'amour au travail, c'est un sujet tabou, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui préoccupe parfois les DRH d'ailleurs, parce qu'on se dit, tiens, un couple se forme, c'est le N+1. Concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce que dit la loi? Juliette Sancy, qui est avec nous, vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Faro. Vous voyez, je vous connais, on est tellement habitués à travailler ensemble que je ne vous présentais pas. Cabinet Faro, Juliette, concrètement, qu'est-ce que dit la loi sur ce sujet? Alors la loi, elle ne l'a pas toujours dit, mais maintenant elle dit que c'est perso. La vie de couple, la vie sentimentale, la vie amoureuse du salarié ne regarde que lui. Et c'est simplement quand elle va dépasser sur le lieu de travail que ça va pouvoir poser problème. D'accord, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mesure de rétention sur un salarié parce que, exemple concret, ça c'est un exemple d'avocat pour les avocats, j'ai rencontré quelqu'un qui est mon supérieur hiérarchique et qui me donne des informations confidentielles lors de COMEX et de comités de direction auxquels je n'ai pas accès. J'ai ces informations, malheureusement j'en divulgue quelques-unes. Est-ce que tout ça n'est pas dangereux sur le plan juridique? Est-ce qu'on ne peut pas me sanctionner? Alors, c'est pas tant le couple qui pose problème dans ce cas-là, mais c'est le professionnalisme. Et en fait, c'est le prisme qu'on va toujours avoir, même quand il y a une relation de couple dans une entreprise, c'est ce qu'on reste professionnel. Et en fait, c'est 2 aspects. C'est que l'employeur ne vient pas se mêler de ma vie sentimentale ne vient pas empiéter sur mon travail. Et en fait, c'est les 2 éléments qu'on va demander à l'employeur de respecter, enfin au salarié amoureux de respecter, c'est la neutralité et de bien faire son travail. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où on va être embauché
et on ne dira pas que sur l'entreprise, dans l'entreprise dans laquelle je vais être embauché, il y a ma femme. Ça, c'est l'option 1. Et puis, il y a l'option 2, où lorsqu'on est embauché, on n'a pas encore rencontré sa femme ou sa compagne. Et c'est sur le lieu de travail que les choses vont se faire. Là aussi, l'employeur ne peut rien faire, c'est-à-dire découvre que ça met en branle l'organisation du travail, que ça crée des distorsions. On le voit dans l'entreprise, ce sont des situations de tension, de jalousie, parfois. Comment ça marche, ça ? En fait, l'idée, c'est toujours, encore une fois, ce prisme de quand est-ce que ça empiète. C'est-à-dire qu'un employeur, vous n'avez jamais aucune obligation de lui dire que vous êtes en couple. Pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. En revanche, il y a toute une série d'avantages qu'on peut avoir quand on est en couple et on a tout intérêt à dire qu'on est en couple. Alors, ça ne va pas être juste être en couple, ça va être marié ou être pacsé. Et dans ces cas-là, il y a toute une série de choses auxquelles Marié, on pourra. pacsé, hein. Marié et pacsé, hein. Non, mais il faut le préciser. Ah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas compagnons. Non, voilà. Il ne suffit pas d'être ensemble, il faut vraiment que ce soit officiel. Il faut avoir un lien juridique. Exactement. Ça va être notamment pour les congés. On va avoir toute une série de sociétés qui vont donner des congés de manière simultanée aux conjoints, donc mariés et pacsés. Si on est simplement ensemble, l'employeur n'a pas besoin de le savoir et lui ne sera pas obligé de donner des congés ensemble. Mais est-ce qu'il y a eu des cas qui font jurisprudence sur des situations où il faut parfois séparer le mari et la femme qui sont dans le même service, parce que la RH considère... Est-ce que ça, on peut le verbaliser ou est-ce que le RH se mettrait en situation illégale en le faisant ? Alors, ce qui est interdit, c'est de mettre dans le règlement intérieur ou dans un contrat une clause qui interdit, une clause de célibat ou une clause qui interdit à des couples de se former dans l'entreprise. Pour que vous ayez une petite idée, on considère en Europe qu'entre 15 et 30% des couples se sont formés à l'occasion du travail. Wow. Donc c'est quand même des montants, des chiffres qui sont importants. Ah oui, donc c'est un vrai fait sociétal et c'est important. En revanche, donc pas de règles dans le contrat, pas de règles dans le règlement intérieur. En revanche, c'est derrière, quand ça va péter, que là, on pourra éventuellement sanctionner les salariés. Je vous donne des exemples. On a par exemple l'expression des sentiments de manière trop explicite. Bah oui. Typiquement, ça va être des serveurs, par exemple, qui vont, au lieu de faire leur travail, eh bien, s'embrasser au milieu de la terrasse. Bon, bah, ça, c'est non. Mais pas tant parce qu'on est en couple que parce qu'on ne fait pas son travail. De la même manière, l'utilisation des outils professionnels, c'est-à-dire envoyer des milliers de textos dans la journée avec le portable pro à son conjoint qui est dans l'entreprise, là, c'est pas tant les petits messages d'amour que le fait de ne pas travailler et d'être en train d'utiliser. Oui, donc le droit est subtil, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne regarde pas la vie privée, mais finalement c'est cette vie privée qui vient empiéter sur les qualités professionnelles ou les prérequis du contrat. Donc évidemment, ça a une incidence. J'imagine que la question du débat du divorce est posée, c'est-à-dire qu'un couple se forme, et puis en même temps, un couple sur 2 à Paris divorce. Il arrive aussi que l'entreprise soit le témoin d'un divorce, et que ça pose là aussi des difficultés d'organisation dans l'entreprise. Il n'est plus possible d'asseoir Isabelle et Patrick autour de la même table. Et dans ce cas-là, à nouveau, ce sera un manque de professionnalisme de ces 2 salariés. Et à nouveau, on se remettra dans le prisme total du droit du travail. Et c'est en fait, on va vraiment demander aux salariés de respecter leur travail et de laisser chez eux leurs problématiques de couple. Et vous avez raison, on a eu notamment des licenciements qui sont intervenus parce qu'il y avait eu des cris... Ah oui, de la violence. Bah oui, bien sûr, bah ouais. Qui se tenaient sur le lieu de travail. Et donc là, encore une fois, on a considéré que s'ils n'étaient pas réconciliables et que cette vie perso empiétait sur le travail, intervenait dans le travail, ben dans ces cas-là, on avait encore une fois une possibilité de rompre le contrat ou éventuellement de changer de service. Donc on a vu les congés payés, parce qu'effectivement il vaut mieux le dire dans ces cas-là pour pas qu'on parte, la femme parte en juillet et le mari en août. Donc ça c'est des choses pratiques. Mais quand même le Code du travail dans son évolution, il a évolué sur ces questions de vie privée, de vie de couple, de vie amoureuse, pour ne pas dire de vie sexuelle, parce qu'il y a aussi ce débat-là aussi, évidemment, des rapports sexuels sur le lieu de travail, pour être un peu encore plus dans le tabou. Oui, alors on avait une jurisprudence on apprend tous à la fac de droit, qui est celle des hôtesses de l'air auxquelles on avait imposé des clauses de célibat. Voilà, ça c'est plus possible. De la même manière, Terrible. Oui, imaginez bien des hôtesses de l'air qui seraient en couple ou qui seraient enceintes, forcément, ça peut poser problème en termes de travail. Donc ça, c'est sur le lieu de travail. Une autre jurisprudence qui est assez connue, c'était ces institutrices dans le privé, à qui on avait pu reprocher un remariage parce qu'elles étaient dans un... Alors c'était assez étonnant et un peu contre nature au regard du droit du travail, mais on avait dit, écoutez, c'est un établissement privé qui relève, qui a ses propres valeurs, et que dans ce cadre-là, un remariage
ne pouvait pas être considérée pour une institutrice qui avait été Incroyable. licenciée sur ce fondement. Et c'est assez contre-intuitif et un peu contre l'évolution globale de la société, mais en tout cas, ça avait été validé. Donc il y a une jurisprudence qui s'est constituée, qui a été évolutive, mais plutôt en faveur de l'idée de protéger la vie privée des salariés. À condition qu'ils respectent la vie de l'entreprise. Donc à condition qu'ils fassent bien leur travail, pour le dire simplement. Avez-vous quelque chose à rajouter, Juliette, ou est-ce qu'on a balayé le spectre? Alors pas tout à fait, parce qu'il y a la problématique du harcèlement sexuel, mais ce sera Non, à mais justement. Justement, c'est intéressant, on peut Tout l'enjeu, l'évoquer, si vous voulez, c'est... parce qu'on n'est pas dans la relation amoureuse. Voilà, moi Enfin, j'aimerais... l'un pense que c'est une relation C'est amoureuse. ça. Et ce qui va être très important, c'est la réciprocité. Et c'est vraiment tout l'enjeu. J'aimerais citer Jean-Yann, que j'aime beaucoup. Ah oui, on L'amour, l'adore. ça peut être du sport, surtout quand l'un des deux ne veut pas. Et donc tout l'enjeu pour le harcèlement sexuel, c'est déterminer s'il y a une réciprocité, s'il y a un refus en face. Et c'est essentiel pour les employeurs de former les salariés sur ces questions. Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup évoqué cette question de harcèlement, mais jamais sous l'angle de l'un des deux croit qu'il est amoureux. Enfin, c'est un peu le sketch de Guy C'est très Bedos. gauche parfois, exactement. Voilà, il est persuadé que la femme à l'arrêt de bus est folle de lui, alors que cette femme va lui mettre une gifle. Et alors imaginez au travail, ça peut créer des situations qui sont très difficiles. On a de l'ordre de 25% des femmes qui ont subi un harcèlement qui quittent leur emploi de manière subie. Parce que celui qui le harcelait était persuadé que... et que ça devient intenable. Et que c'était réciproque, qu'il y avait Voilà. de l'amour qui passait. Et donc l'enjeu, c'est de former les salariés pour bien leur expliquer cette notion, s'assurer qu'il y a de la réciprocité et que personne ne subisse en réalité une drague qui peut être lourde, pas méchante, pas de mauvaise foi, mais Bien lourde sûr. et difficile à tenir. Oui, parce que la personne est dans une forme de sincérité absolue, il a le cœur qui bat très fort, sans voir qu'en face, la personne n'a pas le cœur qui bat très fort. Et l'employeur ou le manager doit être un sentinelle. Il doit vraiment s'assurer que s'il y a des situations comme ça qui se mettent en place, eh bien, y mettre fin ou trouver une solution apaisée pour que le séducteur ou le... Oui, très intéressant. Voilà. Parce que l'avocate que vous êtes doit poser cette question aussi à son client, dans le cas d'une attaque de harcèlement, de lui dire, mais est-ce que vous avez pris conscience que la personne en face n'était pas consentante? Exactement. Et donc, c'est vraiment c'est un travail de prévention. On sait que 80% des employeurs ne forment pas à ces questions-là, alors qu'un tiers des femmes a déjà subi un harcèlement sexuel au travail. Et considéré par le harceleur comme une histoire d'amour incroyable qui n'a pas été reçue ou Ou comprise. simplement quelqu'un d'extrêmement lourd, lourd. qui n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'il faisait. Exactement, qui dépasse toutes les limites. Merci Juliette Sancy, c'était un plaisir. Avocate en droit du travail au cabinet Faro, je l'ai dit, bien et dans l'ordre. On fait une petite pause, tiens, avec Fanny Griesmer, c'est la pause café, ou la pause thé. Tiens, aujourd'hui je suis au thé pour tout vous dire. On va s'intéresser eh bien, à ce qu'elle appelle, elle, le syndrome du bon élève. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du bon élève? C'est pas toujours le meilleur professionnel, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle est là dans quelques instants. Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, ma voix va beaucoup mieux. Elle n'est pas encore totalement remise, mais ça prend du temps. Tout ça va prendre du temps. Je vais la soigner. On parle du syndrome du bon élève. Oui. Alors, C'est pathologique. J'ai entendu récemment d'ailleurs qu'une de vos chroniques sur un autre média avait été reprise sur le syndrome de l'imposteur, faut-il le préciser. Ça n'a rien à voir. C'est cousinant. C'est cousinant. Voilà. C'est cousinant. Il y a quelque chose d'assez proche, effectivement. Non, là, effectivement, vous le disiez, c'est quand le bon élève n'est pas forcément le bon professionnel. On va revenir un petit peu en arrière, à l'école maternelle par exemple. Peut-être que vous maîtrisiez l'art de la gommette à la perfection, vous étiez toujours sage comme une image. Des images, vous en avez récolté plus d'une. À l'école, vous surfiez sur les bonnes notes, premier de la classe depuis le CP, diplôme avec mention, voire félicitations du jury. Mais voilà, depuis que vous avez mis un pied dans le monde professionnel, eh bien, ça coince, vous patinez. Vous avez beau mettre tout votre cœur à l'ouvrage, rendre des présentations nickel, cocher tous les objectifs, la reconnaissance tant attendue n'arrive jamais. Pire encore, ceux qui travaillent moins bien que vous semblent gravir les échelons bien plus vite. Et si vous souffriez du syndrome du bon élève, c'est un syndrome paradoxal qui touche celles et ceux qui n'ont pas tout à fait compris que de l'école au monde du travail, eh bien, les règles changent. C'est quoi ce syndrome? C'est un perfectionniste, ce salarié? Alors, c'est que ça? Il est perfectionniste, mais c'est vrai que quand le perfectionniste s'attache, lui, à fignoler encore et toujours le moindre de ses dossiers au détail près, le bon élève, lui, prête en plus une attention démesurée aux attentes des autres, et en l'occurrence de ses supérieurs. Il va anticiper ce que les autres attendent de lui, et surtout tenter systématiquement de surpasser ses attentes. Il vit avec un besoin constant d'approbation, de reconnaissance, dans la peur aussi de ne pas être à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Il redoute les risques, les conflits, les erreurs, les échecs. Alors avec tout ça, on comprend mieux pourquoi ces bons élèves passent leur temps à se prendre la tête pour des broutilles. Et pour eux, tout a une
une importance capitale dès qu'il s'agit de travail. Bref, il se tue à la tâche pour plaire, et là, c'est un problème. Donc vous nous dites, et vous nous le disiez, l'école, c'est pas le monde du travail, c'est pas la même chose. Pas du tout. Au bureau, le bon élève est celui qui fait tout ce que son supérieur lui demande. Il pense aussi que travailler très bien, mieux que les autres, va suffire à obtenir de la reconnaissance, voire à évoluer, comme à l'école finalement, où de bonnes notes, de bonnes appréciations suffisent à passer dans la classe supérieure. Mais dans le monde professionnel, ça ne marche pas comme ça. Les critères de réussite professionnelle sont très différents des critères de réussite scolaire. Dans le monde de l'entreprise, on veut des collaborateurs proactifs, créatifs, qui font certes ce qu'on leur demande, mais qui n'hésitent pas à aller plus loin, qui prennent des initiatives, qui n'hésitent pas à s'imposer quand il le faut, bref, à oser. Tout ce que le bon élève a appris à réprimer pour se fondre dans le moule qu'on lui avait donné. Pour réussir, il ne faut pas avoir peur de déranger, de frapper aux portes, de provoquer des rencontres pour obtenir de la reconnaissance, ce que les bons élèves ne font pas forcément, voire pas du tout. Alors il y a un débat aussi sur les femmes, parce qu'elles sont plus touchées. Parce qu'on parle du syndrome de la bonne élève, en réalité. C'est souvent la bonne élève en classe. Généralement, ce sont des femmes. Et en fait, ça touche essentiellement des femmes, et pour cause, c'est un produit de l'éducation des filles. Elles sont incitées plus jeunes à être gentilles, studieuses, sages, soignées, bien appliquées, plus que les garçons. Les filles, elles rentrent généralement mieux dans le cadre du système scolaire, mais dès lors qu'elles gardent cette attitude un peu scolaire dans le monde professionnel, généralement, c'est pour se sentir légitime dans un monde masculin, celui de l'entreprise. Mais bon, voilà, quand elles gardent cette attitude, ça coince en entreprise. Ça agace, oui, d'une part, mais aussi, elles n'ont pas compris que savoir-faire, c'est bien. Faire savoir, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas communiquer sur la qualité de leur travail. Vous avez tout compris. C'est ça. Exactement. C'est vraiment une question de posture, d'image. Et forcément, ce n'est pas le meilleur atout pour votre carrière. Alors, vous êtes fiable, efficace, c'est une chose. La force de travail dont vous faites preuve séduit. Mais force est de constater que cela ne suffit pas. La récompense est rarement à la hauteur de votre engagement, car le bon élève favorise finalement la réaction plutôt que l'action. En fait, il s'enferme dans un rôle, celui du bras droit, efficace et sécurisant, le bon petit soldat. Ça donne pas toujours envie, une position très ingrate, puisque c'est celui qu'on va avoir tendance, en tout cas, ceux que les managers ont tendance à garder sous le coude. Ça les protège, ça les rassure. Ça les protège totalement, ça les sécurise, et puis ils ne vont pas forcément vous faire évoluer, vous restez cantonné au rôle d'éternel numéro 2. On parlait des femmes, c'est aussi le plafond de verre, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas pouvoir grimper, parce que finalement, c'est aussi votre image de leader qui est entachée. Position effectivement très ingrate, d'autant plus qu'on va avoir tendance à vous surcharger de travail. De plus en plus, parce que vous donnez aussi l'impression que vous assurez. C'est un message que vous envoyez, en fait. J'arrive à assurer, je gère, même si c'est dur. Et vous avez beau donner de votre personne, redoubler d'efforts, vous restez sur le carreau. Et en plus, dans ces conditions difficiles, de vous épanouir au travail. Tiens, d'ailleurs, ça fait écho peut-être au sujet qu'on aura dans quelques instants, parce que cette méthodologie, cette façon d'être, peut avoir une incidence psychologique. Totalement. Vous angoissez parce que vous n'en faites pas assez. Vous angoissez de ne pas être à la hauteur. Vous, à force, vous remplissez de frustration, d'amertume, parce que finalement, vous ne recevez pas du tout les éloges dont vous aimeriez bénéficier, bien sûr. Voilà, en plus, vous en êtes tellement nourri pendant l'enfance. On les attend. Vous n'avez pas confiance aussi de votre propre valeur, parce qu'en fait, vous regardez et vous évaluez systématiquement dans le regard de l'autre. Recherche perpétuelle de reconnaissance, d'approbation, finalement, ça affecte grandement la confiance que vous portez en vous-même, votre confiance en vous-même, surtout lorsque vous ne récoltez pas les lauriers tant espérés. Et puis le risque, c'est le vrai. Le vrai, c'est le burn-out. Oui, parce que finalement, à force de tout vouloir faire parfaitement, on se perd, on se met sous une pression constante, on s'épuise, on ne vit pas pleinement. Et là, ça peut être dangereux. Question pour terminer, peut-être qui ouvrira le débat qu'on aura dans quelques instants. Comment on s'en libère de Alors, c'est pas simple, parce que c'est un schéma qui est ancré de longue date depuis l'enfance. Alors, quelques conseils, cela dit, pour tenter de s'en détacher. Déjà, commencer par essayer de faire tomber cette conception très scolaire des relations professionnelles. Votre employeur n'est pas votre prof, il n'a pas toujours raison. Et surtout, la relation qui vous lie, c'est plutôt un échange de bons procédés. Vous avez des compétences, il a des besoins, c'est gagnant-gagnant.
pas simple. Hein. Je dois ça marche sur le papier, te en tout le cas. concéder. Ça marche sur le papier, mais voilà, il faut essayer de vous raisonner. Il faut aussi comprendre que votre travail, eh bien, c'est aussi parler de votre travail. L'objectif, c'est de devenir, sans forcément faire du réseautage à outrance, mais c'est essayer de devenir votre propre responsable communication, celui de votre carrière. Donc, ne pas hésiter à faire des comptes rendus réguliers à vos supérieurs, partager des informations avec vos collègues, aller à la rencontre d'autres personnes dans l'entreprise. Puis communiquer, c'est toujours important. N'hésitez pas notamment à essayer de comprendre ce qui est véritablement attendu de vous. Parce que généralement, les bons élèves vont tendance à se baser sur des projections, donc mettre toujours la barre plus haute que ce qu'on vous demande en réalité. Autre point à ne pas négliger non plus, là c'est très ambitieux, hein, mais c'est essayer de passer de l'employé modèle à l'employé rebelle. Alors ça ne veut pas dire pour autant mettre un bonnet d'âne et abandonner tout souci d'exigence. Non, c'est apprendre à dire non, prendre la parole, oser se lancer, innover, prendre des risques, même si ça implique peut-être parfois d'essuyer quelques mauvaises notes. L'idée, c'est d'apprendre à vous écouter, enfin, à définir vos priorités, vos envies, reconnaître vos atouts et surtout le faire savoir. Et puis enfin, tenter de modifier votre rapport au travail. Renoncer à l'idée que vous ne pouvez pas toujours faire le maximum, ce n'est pas possible. Et puis c'est aussi comprendre que réussir au travail, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Vous avez aussi une vie à côté et ça peut être encore mieux si elle est épanouie. Bon, il y a du boulot, hein, pour ceux qui sont dans ce... Je pense que Kika pourra nous le dire. Et Kika va peut-être nous aider. C'est l'invité du cercle RH dans le grand débat. On va parler du burn-out et peut-être qu'elle nous éclairera. Peut-être qu'elle a traversé aussi ce type de syndrome et de difficultés. On en parle avec elle puisqu'elle était venue il y a 6 mois nous présenter son livre à travers le personnage de Clotilde. On en avait beaucoup parlé. Et elle a fait un tour de France, presque 6 mois, avec son camping-car Bobby, 45 ans. Elle a vécu avec et elle va nous raconter ce qu'elle a vécu à la rencontre de ses lecteurs et puis de celles et ceux qui ont probablement traversé les mêmes épreuves qu'elle. On en parle, c'est le grand entretien. Et bien c'est juste après la pause. Le cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien. Elle était venue sur notre plateau, vous vous en souvenez, vous allez la reconnaître. Kika, c'est son nom de scène en quelque sorte. Elle était venue nous parler de son livre qui racontait l'histoire de Clotilde, qui était une battante, une femme qui renversait la table, voulait réussir sa carrière et d'ailleurs la réussissait. À travers ce livre, je ne te pensais pas si fragile, une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail. Et c'était les éditions Erol, toujours d'ailleurs les éditions Erol, qui avaient publié Kika. Kika est revenue, pourquoi ? D'abord parce que son livre est un livre formidable et aussi parce qu'elle a fait un tour de France avec son camping-car. Alors on a des photos de votre camping-car, on va le voir. Bobby, 45 ans, c'est ça ? Voilà. Une belle histoire avec Bobby. C'est une belle histoire. Il est là le camping-car. C'est ralentir dans un monde en pleine accélération, en fait, l'histoire de ce camping-car. J'ai voulu incarner, au-delà des mots posés dans mon livre, j'ai voulu incarner le message et d'aller à la rencontre des lecteurs, de pouvoir... En pleine crise Covid, il faut le préciser quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs. D'où le camping-car. Le camping-car est intervenu parce qu'en fait c'est mon camping-car de vacances. C'est ça. Mais il était impossible de sortir un livre en plein Covid et à un moment donné où les librairies n'étaient pas encore essentielles. Vous posiez devant. Je me posais devant et l'idée c'était justement de pouvoir offrir un petit moment d'échange et dans l'intimité du combi, je pouvais recevoir les gens un peu chez moi. Voilà. Le pitch de votre livre, parce qu'il faut vraiment lire ce livre, c'est une porte d'entrée, on va en parler avec vous, parce que certains ont lu votre livre et puis sont venus vous en parler, puis d'autres sont venus acheter le livre et viendront peut-être parce que vous allez repartir. Mais c'est quand même l'histoire de Clotilde qui bosse dans une boîte de cycles, ça cartonne, ça bouge, on lui confie des responsabilités, le patron lui dit tu vas développer le e-commerce, qui est dans une entreprise un élément évidemment de développement économique. Tout va bien jusqu'au jour où, patatatra, quoi, le management change. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est, c'est-à-dire le début où il y a le téléphone qui est cassé, il y a une sorte de scène comme ça incroyable. Qu'est-ce qui se passe et là, c'est intéressant que vous nous en parliez à l'aune de tout le travail que vous venez de faire. Vous avez pris du recul par rapport à tout ça ? Vous sentez que vous vous en détachez ou vous êtes toujours dedans ? Non, je suis détachée, mais je reste vraiment, en tout cas, extrêmement attentive à ce qui se passe dans la réalité du terrain.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'aller alors de librairie en librairie, de pouvoir offrir vraiment un moment d'écoute et de partage en présence. De confessionnal, j'ai lu dans un article. Oui, on est vraiment dans une aventure humaine. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que personne n'est épargné. Cadres, exécutants, secteur privé, secteur public. Secteur public aussi, oui. Hommes, femmes. Je peux vous dire que la vague, les réseaux sociaux annonçaient que le nombre de burn-out avait doublé en un an. Je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg par rapport au ressenti que j'ai aujourd'hui de cet épuisement, de ce manque de sens. Là, vous l'avez appréhendé, on en a beaucoup parlé dans notre émission, mais vous, sur le terrain, les rencontres que vous avez eues en face à face avec des gens qui se sont confiés à vous, c'est ça qui ressort. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent bosser. Ils sont un peu harcelés d'un management qui les écrase et ils ne savent pas où ils vont. Alors, ils sont toujours avec une injonction de toujours plus, mais avec toujours moins. Alors, moins de moyens financiers, moins de moyens humains. Alors, ce que vous allez demander à un sportif de haut niveau, quand il court son sprint, il va avoir une ligne d'arrivée. Là, on la repousse à chaque fois. C'est compliqué. Après, j'avoue que ce tour aussi m'a énormément réconciliée parce que je vois aussi des entreprises et des managers qui ont envie de voir les choses changer. Et quelque part, pour moi, c'est un petit peu l'objectif de ce que j'ai envie, c'est de réconcilier l'homme et l'entreprise, parce que je trouve que... Ouais, vous aimez toujours l'entreprise. Oui, on ne peut pas tout demander à l'entreprise. Ce qu'il faut par contre comprendre, c'est que ce qui est de l'ordre d'une pathologie de l'organisation de l'entreprise vous est renvoyé souvent comme une insuffisance personnelle. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on va aller chercher quel type de fragilité vous pourriez avoir pour justifier qu'on n'a plus besoin de vous. Elle vient de divorcer, ou elle a fait une petite déprime, ou je ne sais pas quoi. Oui, elle a un enfant handicapé. C'est terrible ce que l'on peut venir chercher comme responsabilité personnelle et insuffisance personnelle. Je trouve que c'est parfois assez odieux. Oui. Avant de parler des managers, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi les managers venaient, certains sont venus... Alors certains sont venus pour pouvoir... Échanger avec vous ? Oui, et pour pouvoir découvrir quels sont les signaux de pré-effondrement. Se dire que moi, dans mon équipe, j'ai pas envie de passer à côté de ça. J'ai une conscience. Voilà. Ça serait terriblement culpabilisant pour moi de ne pas me rendre compte. Je vois aussi certains médecins traitants qui nous disent... Je suis en première ligne, je fais des arrêts maladie à longueur de journée, mais je ne suis pas vraiment formée pour ça, sur ce fléau. Parce que les gens parlent dans les cabinets. Les gens parlent. On est face à aussi des RH qui ont envie, en tout cas, de pouvoir faire des choses. Et ça m'a vraiment réconciliée. Je trouve ça très chouette qu'il y ait des entreprises qui soient aujourd'hui envie d'agir pour le bien-être des salariés. Mais alors, ce camping-car, ces rencontres, ces moments, d'un point de vue pratique, c'est intéressant parce que vous avez fait un premier tome sans imaginer peut-être que vous alliez penser à un deuxième tome. Je le dis comme ça à l'emporte-pièce, puisque vous avez dans le panier de Kika, vous avez rassemblé des milliers de mots, de situations, de témoignages, de regards, de visages, de larmes probablement, d'émotions. On en fait quoi de tout ça ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière ? Alors aujourd'hui, cela construit mon chemin qui est vers un projet qui est en train d'émerger, de se construire, parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte, que j'ai eu les moyens de m'offrir ma reconstruction. Aujourd'hui, si vous regardez la définition de l'OMS du burn-out, c'est un effondrement, un épuisement tout tombe, tout physique, psychique et émotionnel. La seule réponse, quand vous êtes aujourd'hui tombé, c'est le parcours, médecin traitant, psychiatre, cachet. On vient exclusivement... Et cachet, on s'en sort pas. Voilà, on vient apaiser, et ça peut être bien, et j'avoue, j'ai eu besoin à un moment donné de prendre ces filets-là. Mais l'aspect, je dirais, on s'occupe de l'aspect psychique, et de mettre juste un calmant, une rustine, quelque chose. Oui, c'est un pansement, mais on ne traite pas des causes. Voilà. Aujourd'hui, la psychothérapie n'est pas remboursée.
il y a des bribes de sujets qui viennent donner des solutions de peut-être 4 séances de psy, et c'est très bien, il va falloir peut-être faire plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe. Voilà. Mais Kika, excusez-moi de revenir sur l'origine qui fait que vous êtes en plateau aujourd'hui, que dans quelques jours ou semaines, vous allez repartir faire le Tour de France, parce que quelque part, vous en avez peut-être même besoin. Vous en voulez à qui? À ce, entre guillemets, manager toxique? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous en voulez à vous-même de ne pas avoir été capable de faire le pas de côté? On évoquait avec Fanny Griesmer tout à l'heure ce syndrome de la bonne élève qui veut toujours bien faire, qui veut toujours donner, qui sans compter s'épuise et ne se rend pas compte qu'elle peut s'effondrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez encore à celui qui, entre guillemets, vous a mis dans cette situation? Non, parce que... Est-ce que vous avez pardonné aussi, en quelque sorte? Oui, alors effectivement, j'ai un nouveau chemin devant moi et on s'en sort, et c'est ce reflet que j'ai envie de donner. Parce que, évidemment, je vois de la souffrance. Je vois des gens qui sont en souffrance. Mais je ne suis pas là pour porter cette souffrance. Je suis juste là pour donner un espoir. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas expert en psychopathologie du travail. J'ai juste une expérience. Mais cette écoute en présence, elle vient consoler, en fait. Et aujourd'hui... On vous remercie, d'ailleurs, parce que quelqu'un vous disait, mais j'ai l'impression que vous étiez dans ma tête. Ça a dû vous bouleverser, cette phrase. Oui, je reçois énormément de messages par l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, et LinkedIn aussi, et c'est incroyable ce réseau professionnel, parce qu'il y a tout cet écosystème de la santé au travail, et ils se rendent bien compte de toutes ces difficultés que l'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de parcours coordonné d'aide, c'est-à-dire que, hormis le parcours dont je viens de vous décrire, vous êtes comme dans un couloir, dans le noir, il y a beaucoup d'interrupteurs, mais vous ne savez pas où aller. Donc il est important aujourd'hui, je pense, de s'occuper des blessés des parcours professionnels. Et non comme pas... des blessés de guerre. Oui, Ouais, des blessés de champ de travail. On est vraiment sur la dignité de l'homme au travail. Bien sûr. On a trop de dégâts qui sont des déflagrations aussi dans votre univers privé. J'allais venir. On parlait... Qui touche la famille. Mais bien sûr. Et bien entendu, parce les que enfants. Vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et ça va vous enfoncer toujours dans cette culpabilité que c'est vous le problème. Parce que quand vous êtes harcelé dans la journée au travail, pour ma part, quand je rentrais le soir à la maison, et ben, à un moment donné... on peut le dire, vous avez été victime de harcèlement. Vous considérez ça comme du harcèlement? Oui. On peut le ranger dans la catégorie harcèlement au travail? Oui, tout à fait. Mais il faut d'abord l'accepter, le comprendre. Parce qu'au départ, vous ne posez pas ces mots-là, vous essayez de vous remettre sans arrêt en question. On pense que c'est soi qui... Et tout le système va vous montrer que c'est vous le maillon faible, en fait, quelque part. Et donc on vous affaiblit encore un peu plus. L'ensemble, je dirais, du parcours est un parcours de solitude. Le burn-out, c'est la solitude. Et c'est une forme de solitude que vous retraversez quand vous êtes avec votre camping-car, toute seule au volant du camping-car. Là aussi, vous êtes dans un cheminement un peu solitaire pour vous reconstruire. Oui, mais en même temps, c'est magnifique ce qui arrive, parce que j'ai aucune attente. Okay. Donc je ne sais pas qui va monter à bord. C'est vrai. Je découvre des parcours de vie, des tranches de vie qui sont fantastiques. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur cette aventure humaine qui me pousse aujourd'hui à aller vers un projet qui va aller relever tous ces blessés des champs de travail. Donc si je décrypte ce que vous me dites, parce qu'on voit bien que se dessine doucement à travers ce parcours de terrain, de remontée d'informations, l'idée que vous pouvez devenir une porte, un interrupteur et une porte et de la lumière qui permettrait de prendre par la main quelqu'un en lui faisant sortir du cheminement classique, médicaments, camisole chimique et je dors toute la journée. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont enfermées dans leur culpabilité. Ça, vous les rencontrez dans votre camping-car? Quand je les vois, c'est un début, c'est une petite goutte, mais c'est simplement cette petite goutte qui va leur permettre de s'autoriser à aller vers un chemin de guérison, en fait. Parce qu'ils vont comprendre et ils vont pouvoir s'exprimer et dire que finalement, ce sont pas eux qui sont responsables, en fait, de ce qui leur est arrivé. Vous avez ce livre, vous avez ces témoignages, vous avez un diagnostic, vous l'avez dit, je ne suis pas une spécialiste, mais néanmoins, vous avez acquis finalement une connaissance. La meilleure des structures pour accompagner celui qui est un blessé du champ de travail, que je trouve une expression effectivement incroyable, ça serait quoi selon vous, vous qui êtes en train de bâtir ce projet justement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite quand on détecte ce burn-out? Qu'est-ce qu'on devrait faire et que peut-être vous n'avez pas eu d'ailleurs?
Moi, je pense qu'il faut faire énormément de prévention. Ça, c'est une première chose parce que la personne qui est en train de se brûler n'est pas la solution. Elle fait partie du problème parce qu'elle a la tête dans le guidon, elle va rien voir et l'ensemble des choses qu'on va lui dire pour l'alerter, ça va pas pouvoir lui permettre. Vous êtes face à quelqu'un qui est en apnée. Elle est enfermée. Et donc, ralentir est compliqué. Voilà. Donc, plus on va pouvoir permettre d'identifier ces signaux, plus le collectif va aussi réagir. Parce que vous savez, en tant que victime de harcèlement au travail, ce qui est compliqué, c'est non pas, par exemple, des humiliations publiques, bien que ce soit quand même relativement désagréable, mais le pire, c'est que personne ne bouge. Parce qu'une humiliation publique, c'est que vous avez un public. Et ça veut dire les gens ont que là, les bras croisés et savourent en quelque sorte. Quand vous me parlez depuis tout à l'heure, j'ai cette phrase qui me revient, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a quand même quelque chose comme ça d'extrêmement violent dans l'univers du travail qui ressemble effectivement parfois à des guerres de tranchées. Je trouve que c'est très violent. Aujourd'hui, remettre l'humain au centre, parler vraiment du travail réel, ce sont vraiment, pour moi, les préventions les plus essentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la surcharge de travail qui vient vous mettre dans le rouge. C'est une non-reconnaissance de ce que vous investissez en tant que personne. Effectivement, pour ma part, ce qui a été compliqué dans cette reconstruction, c'est d'accepter que je n'ai rien raté. Parce que vous faites un constat terrible de vous dire, j'ai coché toutes les cases, une belle carrière, des belles études, etc. Et puis un matin, vous vous réveillez à la clinique psychiatrique. Et voilà. Et ce livre... C'est un choc terrible. C'est terrible parce que, si vous voulez... le regard que vous allez vous porter, le regard des autres sur la santé mentale, je peux vous assurer que c'est pas évident. Juste une question personnelle, mais elle est intimement liée, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est que ça vient irradier finalement et toucher la famille, les enfants, le conjoint. Ça se passe comment, vous, là, aujourd'hui, dans votre vie? Parce que vous êtes seul en camping-car, j'imagine que vos enfants ne sont pas avec vous. Donc vous êtes quand même, je redis, dans un parcours un peu de solitude. Vous vous coupez aussi de votre famille pendant ces temps-là. Comment ça se vit, ça? Alors, justement, j'ai pris la semaine dernière une de mes filles avec moi pour qu'elle voie et qu'elle s'inspire un petit peu de ce qui se passe. Je trouvais ça un partage vraiment magnifique. Donc elle assistait aux entretiens? Alors, où elle bouquinait dans la librairie, mais elle entendait quand même des choses. Les enfants, vous savez, ce sont des éponges, ils comprennent beaucoup de choses. Ce qui est important, en tout cas, l'entourage, l'amour de mes proches qui me permettent aujourd'hui d'aller vraiment au bout de ça, et je les remercie parce que de pouvoir s'organiser pour pouvoir me permettre de faire ces parcours-là. Là, je suis vraiment dans ce livre et à travers cette tournée, vraiment dans l'éloge de cette fragilité. On est dans un monde qui... C'est d'une vague dont vous parlez. Vous dites c'est plus important que ce qu'on imagine. C'est très grave. Pour moi, je vois beaucoup de gens qui... avec le Covid, qui n'a pas amélioré les choses, se pose quand même beaucoup de questions. Alors peut-être est-ce que ce mot essentiel, qui a sans cesse été rebâché, va nous poser la question sur notre véritable essentiel, mais sans oublier toutes les personnes à qui on a dit depuis 1 an et demi que leur travail n'est pas essentiel. À quoi je sers? En quoi suis-je utile au monde? Ce sont des questions profondes que l'on se pose. Est-ce qu'au volant de votre petit camping-car Bobby, vous dites « ça y est, je m'en suis sorti » Oui. Est-ce que là, sur ce plateau, vous dites « oui, ça y est, j'en suis sorti » de cette douloureuse aventure? Oui, j'en suis sortie et j'en suis sortie grandie. Je pense que j'ai compris que cette fragilité, cette sensibilité, finalement, c'était mon humanité, que c'était une force. J'ai compris que la vulnérabilité, on n'en veut pas. Et finalement, si vous regardez dans le contexte de l'entreprise, quand l'entreprise se trouve vulnérable tout d'un coup sur un marché par rapport à une concurrence, ça va être force d'audace, force de créativité. Oui, comme pour la crise Covid. De nouvelles solutions. Et finalement, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle va vous permettre de se transformer. Voilà, de se transformer. Donc aujourd'hui, je pense que la tournée, en tout cas, qui se poursuit au mois d'août, je vais partir la tournée des plages de Saint-Malo à Arcachon. D'ailleurs, j'invite, si certains maires entendent mon appel à vouloir me recevoir, certains libraires, pour partager. Je pense qu'il faut savoir aussi agir pendant l'été, pour ne pas subir à la rentrée. Voilà.
Merci Kika, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Espérons que des maires nous entendent, parce qu'il y a le réseau LinkedIn évidemment, puis on va pousser vos dates, peut-être que vous nous enverrez vos dates pour qu'on les pousse, puis que les élus aussi, les élus locaux. Voilà, ça sera début août, entre le 6 et le 16 août, quelque chose comme ça. J'aimerais pouvoir aller à la rencontre, voilà. Avec ce livre sous le bras, dans un petit camping-car jaune, vous ne pouvez pas la manquer. Kika, elle sera à votre écoute et vous pourrez bien sûr échanger. Ce n'est pas qu'un confessionnal, c'est aussi un moment d'échange. Je ne te pensais pas si fragile, une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail aux éditions Erol. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Kika. Merci. On va suivre votre parcours, peut-être même la structure que vous êtes peut-être, sans le savoir, en train de créer. Oui, alors je serais ravie. Je vais travailler là 2 mois cet été sur le sujet et peut-être à la rentrée, j'aurai de belles choses à vous raconter. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais qui n'était pas encore tout à fait, qui était en gestation. Merci Kika. Bonne route en tout cas. Soyez prudente sur les routes de la Bretagne et du littoral. On termine notre émission par un sujet intéressant. Le vélo cartonne et on a besoin de mécaniciens. Ça tombe très bien. Tiens, ça permet aussi à des demandeurs d'emploi de trouver un sens à leur vie. Voilà, grâce au vélo. On en parle tout de suite. C'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, on parle mécanique. Alors, pas mécanique avec le cambouis, les voitures, non, le vélo. Parce que le vélo, ça cartonne. Il y a les vélos électriques, évidemment, et puis il y a tous ceux qui font du vélo pour éviter de prendre leur voiture. On en parle avec Raphaël Roig. Alors, vous êtes déjà venu sur notre plateau. On n'était pas venu parler tout à fait de ça, puisqu'on avait un ébéniste sur le plateau, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre émission, responsable de formation chez MEC ici, c'est Montreuil. Oui. On va parler de l'idée de former des gens qui sont des demandeurs d'emploi à ces nouveaux métiers finalement qui avaient disparu. Quelle est l'idée? Parce que j'ai vu que vous aviez travaillé pour remettre en selle, je fais ce vilain jeu de mots évidemment que tout le monde a fait, que vous avez travaillé avec plusieurs associations locales de Montreuil pour accompagner ces demandeurs. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de travailler d'abord sur le territoire. La question du vélo, donc on est sur un moyen de transport local, court. Il y a peu de gens. Alors certains font des dizaines de kilomètres, et la plupart du temps, c'est pour des circuits, des trajets assez courts. Donc on est déjà sur une logique de localité dans le métier, dans l'usage. Et nous, notre idée, on est à Montreuil. Donc MEC ici, c'est un réseau de manufactures collaboratif d'artisans. On en avait déjà parlé. Donc vous accueillez des artisans, voilà, qui travaillent chez nous. On leur met à disposition un outil de production. Et l'idée, c'était de former sur le territoire de Montreuil d'Est Ensemble, donc c'est l'agglomération Pantin, Les Lilas, Romainville, Montreuil, des demandeurs d'emploi au métier de la mécanique. Et il y a une demande énorme. Alors il y a une demande énorme, elle vient de plein de facteurs. Le premier, c'est le développement des usages. Alors la crise, le Covid a vraiment marqué le développement des usages, mais en fait c'est un cheminement qui se fait depuis les années 2000. Les usages ont doublé entre 2000 et 2010. L'usage du vélo, et donc nécessairement ça va créer de l'emploi. Il y a un rapport qui a été commandité par l'État l'année dernière, et on estime qu'il y a 80 000 emplois qui vont être créés. Indirectement liés à l'usage du vélo. Et directement l'usage de vélo. Donc dans les services, les infrastructures, et donc le tourisme aussi, parce que qui se développe. La France est aujourd'hui le deuxième pays en Europe de destination de cyclotouristes. Et donc c'est vrai que ça va créer de l'emploi. Et donc il y a aujourd'hui un besoin de développer des formations. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été formées rien que sur l'année 2020 au métier de la mécanique cycle. Et c'est un métier assez particulier. C'est un métier qui n'est pas encore structuré. C'est un métier. C'est pas une filière, il n'y a pas vraiment une filière. Hein. Non, pas vraiment. C'est encore en développement. C'est aussi des métiers qui ne sont pas forcément toujours très bien reconnus. C'est vrai. Et je me souviens de gamin d'aller voir mon réparateur de vélo, parce qu'à l'époque on ne jetait pas les vélos, et que c'était une sorte de géotrouve-tout assez incroyable. C'est assez compliqué de gérer un vélo, parce qu'il y a plein de pièces, il y a plein de trucs. C'est pas simple, hein. Il y a de la mécanique, il y a des rayons, il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur un vélo, c'est sûr. Il y a plein de manières aussi de travailler. Et nous, non plus... Notre idée sur Montreuil, c'est de travailler dans une logique de réemploi. Donc on travaille avec 2 associations. Une première qui s'appelle Au-Cyclo, qui est un atelier collaboratif. Donc en fait, c'est un lieu où les usagers payent un abonnement pour pouvoir eux-mêmes apprendre à réparer leur vélo auprès des personnes qui travaillent pour l'association. Donc c'est là où les demandeurs d'emploi iront se former. On est d'accord, hein. Tout à fait. Physiquement, en tout cas. On mettra vos dates, c'est important, il y a des sessions de formation. Combien de temps ça dure? Parce que en combien de temps on est capable, quelqu'un vous amène un vélo, et on parlera de l'électrique, je ne veux pas qu'on oublie l'électrique, ce qui devient plus compliqué. J'amène le vélo, en combien de temps je suis capable de réparer tous les problèmes d'un vélo? Alors ça dépend. Alors il y a des problèmes qui vont être faciles. Alors, pour régler un frein,
Ça va. 3 minutes. Ouais. Dévoiler une roue, Plus peut compliqué. Ça peut être très long, surtout si c'est la première fois, vous avez passé votre soirée dessus, quoi. Et nous, on va travailler sur du réemploi, donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc là, l'idée, c'est aussi de former les personnes à utiliser des pièces qui sont donc de récupération, Pour essayer de les bidouiller sur le vélo, quoi. pour pouvoir réparer le vélo. Bah oui. Et pas forcément toujours avoir cette logique d'acheter Ouais, de la une pièce détachée. neuve, d'autant qu'il y a une pénurie en ce moment de pièces détachées, de cadres qui frappent toute l'Europe. C'est vrai. Aujourd'hui, pour acheter un nouveau vélo, il y a des mois d'attente. Et donc, cette logique du remploi, elle est très importante. Parce que la France aussi est un des rares pays où il y a beaucoup d'usages, mais on importe énormément et la capacité de production est très faible par rapport à d'autres voisins européens. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais vous parliez des usages dès 2000 où les gens ont commencé à faire du vélo, c'est vrai. Et là, on est dans le rapport de l'obsolescence programmée d'un vélo. Là, on veut réparer fait. pour garder son vélo et pas racheter un vélo à bas prix fait en Chine, pour Tout le à dire fait. simplement. C'est ça aussi l'idée. Tout à fait. C'est ça l'idée, c'est de remettre une idée d'économie circulaire aussi Ah ouais. et de réusage. Il y a plein de cadres qui existent aujourd'hui de seconde main, de les réhabiliter. Dans les greniers, dans les Exactement, garages. Exactement. Et, Et vous me demandez ouais, l'électrique. Parce que là, l'électrique, ça se complique. Alors pour la mécanique, ça se complique. Bah oui. Pour la mécanique, ça se complique. D'autant que l'électrique a aussi ses inconvénients. Les batteries ne durent pas à Il y a vitam un débat sur la aeternam. pollution sur les Il y a un batteries. débat Bah sur ouais. la pollution, il y a un débat sur la durée de vie, c'est-à-dire que si le modèle de votre batterie à un moment donné n'existe plus, votre vélo, il va falloir aussi le réaménager Il y a plusieurs types de batteries. Il y a la batterie qui est dans le cadre. Exactement. Puis il y a la batterie qu'on met derrière, qu'on glisse en Exactement. portatif, ce qui n'est pas la même Exactement. technologie. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Et c'est en plus une filière où les modèles, les pièces sont très différentes, changent tout le temps. C'est vrai. Donc il n'y a pas forcément de logique à un moment donné d'homogénéité. Vous savez, c'est comme le débat sur les chargeurs des téléphones C'est portables. exactement Voilà. ça. On est sur le même débat. Quelle folie. Exactement. Et donc c'est des vrai que technologies c'est qui aussi s'affrontent. qui s'affrontent, qui à un moment donné meurent. Donc tous les appareils qui ont été créés avec vont mourir. Incroyable. etc. Et sur la durée, C'est une réalité quand même. Quand on a un vélo électrique, il faut quand même aller chez vous, Tout à et fait. se dire comment on fait. Tout à fait. Donc là, vous allez essayer de vous centrer aussi sur cette formation. C'est pas si simple. Hein. Non, on va faire les deux. Alors sur l'électrique, finalement, les gestes de réparation ne sont pas très différents. Ouais. La plupart sont les mêmes. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a plutôt la Oui, c'est question vrai. de l'éconnectique et de l'entretien. C'est une formation de 350 heures, vous me demandiez. Oui, et Donc ça fait 10 semaines, 10 2 mois, et voilà. en alternance. On est atelier et formation théorique. Comment ça se passe? On fait que de la technique. Alors on fait que de la technique, mais comme on est chez Ocyclo, qui travaille avec nous et qui héberge la formation, il va y avoir des moments où les apprenants, les stagiaires, seront au contact d'usagers pour justement travailler dans l'atelier. Et voir Voilà, concrètement en situation la professionnelle. relation clientèle, parce qu'il faut aussi être un peu psychologue avec le gars qui a son vélo, il l'adore. Tout à fait. C'est comme une paire de chaussures, un vélo. Quand on aime son vélo, on veut vraiment qu'on fasse attention à son vélo, j'imagine. Ouais, puis c'est des métiers qui s'hybrident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes juste technicien, votre carrière, l'évolution de votre carrière va pas être, va être très limitée. Raphaël Roy, je voulais vous remercier, responsable de formation chez Mec Ici. Je voulais simplement, Mec Ici, il faut aller sur le site Tout à pour fait. ceux qui sont des demandeurs d'emploi, qui adorent le vélo, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de vélo. C'est le Tour de France en ce moment, il faut quand même le préciser. C'est le Tour de C'est la dernière semaine. Les dates de formation, je voulais qu'on les voit, parce que c'est important pour Ouais. ceux qui voudraient s'inscrire. Du 1er septembre au 10 novembre 2021, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Du 15 novembre 2021 au 4 février, qui est la deuxième session, février 2022, bien entendu. Puis il y en aura une troisième, du 7 au 15 avril, 7 février au 15 avril 2022. Et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi qui ont un diplôme inférieur au bac C'est ça. et qui sont franciliens. Je voulais Gratuit. le préciser, mais c'est vous qui le faites et c'est bien mieux. Et c'est en partenariat avec Cocyclette, une autre association. Je ne l'ai pas cité, il y a évidemment Sur l'usage Ocyclo et et Cocyclette. deux associations du territoire. On a été complet, Raphaël, il n'y a pas de C'est souci. parfait. Raphaël Roy, merci d'être venu sur notre plateau pour Merci terminer à notre vous. émission. Vive le vélo, ou vive le sport, comme disait Gérard Rolls. On se retrouve demain en direct, évidemment, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci pour vos réactions, votre fidélité. Je serai là, tout ira bien. Merci à toute l'équipe, évidemment Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à Benjamin pour la réalisation. Et puis au son, Alex, évidemment. Bye bye, à demain.